Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. On est de retour en plateau, fini le CES, mais l'actualité, elle, ne s'arrête jamais. Et pour parler actu cette semaine avec moi, le retour de Nodus. Comment ça va, Valentin ? Ça va très bien, figure-toi, toujours ravi d'être là. D'autant plus ravi que cette fois-ci je ne suis pas trempé, puisque la dernière fois on avait une tempête. Non, voilà, t'as eu froid cette fois pour venir, mais ça va, je préfère être c'est moins le déluge que la dernière fois, c'est vrai. Et avec toi, Maxildan aussi, ça fait longtemps que t'avais pas vu. C'est vrai, ça fait un petit moment. Salut Mélinda, ça va très bien, content d'être ici. On va parler de plein de trucs intéressants, évidemment. Le CES, Assassin's Creed, je fais pas le menu avant toi. Voilà, mais tu as tout à fait raison. On a de l'actu, du matos aussi, des petites nouveautés, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses la semaine dernière lors du CES, mais il en restait encore sous le coude. Et puis, on a un sujet assez intéressant suggéré par l'ami Nodus sur le photoréalisme dans les jeux vidéo. C'est parti pour l'actu à chaud. On va commencer par une vraie actu qui finit par ne plus être une surprise. Figurez-vous qu'Assassin's Creed Shadows est encore reporté. Mais non, oui. Voilà. Bon, alors, on devait l'avoir en novembre dernier. On nous avait dit non, coucou, ce sera pour la Saint-Valentin. Eh bien non, finalement, ce sera pour le 20 mars. Ça fait 4 mois. C'est un petit report. Alors, on avait eu Assassin's Creed Mirage qui, lui, s'était vanté de sortir 5 jours en avance. Eh bien, finalement, Shadows, lui, part dans l'autre sens. Bon, c'est pour des raisons, on nous a dit, de polish, pour que les équipes aient plus de temps. Alors ça, c'était déjà l'excuse la première fois. Cette fois, c'est pour offrir une expérience immersive de grande qualité, encore plus ambitieuse et captivante dès le premier jour. Est-ce que Nodus, ça va nous empêcher d'avoir un méga patch Day One de 46 gigas ? Le polish et la phrase que tu viens de dire sont juste, ça veut dire la même chose, mais tourné différemment. Mais c'est parce que c'est la deuxième fois, il fallait refaire. Oui, voilà, on pouvait pas dire on va le repolish parce que là, ça fait quand même beaucoup. Non, on aura quand même, je pense, un patch Day One. En vrai, moi, je suis assez partagé sur la question parce que je considère que c'est pas forcément une mauvaise chose que ce soit repoussé. Surtout qu'en plus, il y a cet aspect, on pourra parler de tout ce qu'il y a autour d'Ubisoft en ce moment. Il y a ce côté un peu jeu de la dernière chance. C'est pas la période la plus facile pour eux. C'est pas la période la plus simple. Donc d'un côté on peut être content qu'ils prennent leur temps, mais après oui, est-ce que c'est pour les bonnes ou les mauvaises raisons ? Personnellement moi je vais pas y jouer dans tous les cas. D'accord. Mais non, mais c'est le même jeu depuis 15 ans. Mais il faut que tu joues pour être sûr. C'est ça la feinte. Ça va leur faire plaisir aux développeurs qui sont en train de trimer là, depuis 4 mois pour dire on va essayer de faire un bon truc pour que Nodus il kiffe. Il va même pas y jouer. Maxillan, est-ce que 4 mois d'attente comme ça, alors si tout le monde s'énerve que ce soit reporté, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une attente. Non, mais qu'on soit impatient qu'il arrive, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on va pas se lasser de finir par attendre sans arrêt ? Je crois qu'on n'est pas spécialement pressé. Et moi, s'il y a une chose pour laquelle je suis pressé, c'est de voir Ubisoft remonter la pente. Donc en fait, si ce jeu peut leur permettre d'aller mieux et de nous sortir à l'avenir toujours plus de bons jeux, je ne fais pas du tout partie de ceux qui souhaitent à Ubisoft de se casser la gueule. Donc, contrairement à des messages qu'on a vus récemment et qui pullulent sur X et où vous voulez, disant surtout, faut pas que ce jeu marche. Ça, c'est un débat qui m'interpelle. Je comprends pas l'intérêt en fait. Si tu aimes le jeu vidéo, tu as envie qu'il y ait des éditeurs qui aient du succès, tu as envie qu'il y ait des jeux qui aient du succès, tu as envie que les développeurs aient du travail et que leur travail soit reconnu. Je vois pas qui est gagnant dans la chute d'un éditeur comme Ubisoft, qui plus est des Français, où on est quand même censé être un petit peu fiers d'avoir une grande société comme Ubisoft qui perdure depuis de longues années et qui produit des bons jeux. Ça me paraît un peu stupide d'espérer la mort de quelconque société déjà en général, mais surtout d'Ubisoft. Alors, il y a un point sur lequel on peut se dire que c'est une bonne chose de reporter, c'est qu'on se souvient du précédent Cyberpunk 2077, sorti avec perte et fracas, et surtout fracas, ou Battlefield aussi. Prendre le temps, c'est bien. On nous a promis qu'il n'y aurait en tout cas pas de peaufinage sur le fameux personnage de Yasuke, cet esclave africain devenu samouraï qui pose tellement de problèmes à beaucoup de gens. Mais, Nodus, on s'est aperçu de quoi ? C'est que mine de rien, sur l'affiche au Japon, il a un peu changé de spécificité. En France, il est toujours samouraï puissant. Mais là-bas, alors, est-ce que tu as réussi à retrouver le nom qu'on n'arrive jamais à prononcer ? Malheureusement, on ne capte pas dans les locaux, mais je crois que l'appellation qui a été choisie, alors je la traduis très mal puisque c'est une appellation japonaise, mais je crois que c'est guerrier ultime ou guerrier puissant, parce qu'il n'est pas
là, d'après la spécification japonaise samouraï, mais en France, on a toujours le côté samouraï. Ça parle mieux samouraï. Je pense que ça nous parle plus à nous français que effectivement là-bas au Japon. Après, pareil, pour revenir à toute cette histoire autour du perso, alors qu'il avait été décrié parce que c'est un perso noir au Japon, voilà. Il a vraiment existé. C'est ça qu'il faut pas oublier non plus. Enfin, c'est vraiment un vrai samouraï qui a vraiment existé. C'est un personnage réel à qui on prête après, la légende prête des capacités et une histoire différente. Mais enfin, n'oublions pas que ça reste un jeu. Il a peut-être été un peu romancé, mais c'est on est là pour vidéo. raconter des histoires aussi. Tout à fait, Oui, voilà. Rappelons juste que déjà la confrérie des assassins n'existe pas. Principe de base. Je suis désolée de casser un mythe. T'es sûr de ça? Oui, non, c'est vrai, on est sûr de rien. Je pense que c'est ce qu'elle veut que tu penses. Autant les Templiers, on a quelques preuves. Rien n'est vrai, tout est permis. Voilà, on ne sait pas. Mine de rien, on disait c'est un jeu important pour Ubisoft parce que il y a un climat social difficile, il y a un climat économique un peu difficile. Il y a le spectre de Tencent. Ce matin, Bloomberg a annoncé quelque chose quand même qu'on sent un peu venir, c'est qu'il y ait un rapprochement avec la famille Guillemot pour se sortir ou de la bourse ou des pattes des actionnaires et justement aller un peu plus vers une espèce de joint venture sur des licences. Alors, est-ce ils auraient intérêt à prendre des licences et lesquelles, selon vous? Waouh. Est-ce que ce serait genre Assassin's Creed qu'on sort parce qu'on sait que Tencent, c'est les jeux mobiles qui les intéressent de toute façon? Ouais. Après, tu vois, Ubisoft, je les vois aussi travailler depuis quand même pas mal d'années sur des licences assez grosses, même des Avatars, des Star Wars, etc. Je pense pas que ce soit la licence qui fasse forcément marcher un jeu chez Ubisoft et chez d'autres studios. C'est quoi l'intérêt de cette joint venture? C'est des coûts de communication en moins. Tu as moins besoin de forcer la communication sur un Assassin's Creed qui parle un peu de lui-même que sur une nouvelle IP où il faut tout dire. Il faut tout raconter, mais bon, c'est bizarre, ça c'est un des trucs à suivre. Il y a quand même, moi j'ai noté, ça c'est une petite analyse personnelle de quelqu'un qui n'est pas très doué en économie non plus, il faut quand même avouer, beaucoup de choses convergent vers la fin mars, début avril, fin d'exercice fiscal à la fin mars, sortie d'Assassin's Creed. Alors on sait que les premières semaines d'un jeu sont quand même en général les plus porteuses, sorties le 20 du jeu, en plein milieu de la GDC, qui est la conférence des développeurs de jeux vidéo, là où Tencent avait annoncé sa prise de participation il y a quelques années, aussi, je vous rappelle. Et surtout, ils ont beaucoup d'événements intérieurs qui doivent être bouclés, tous les CSE, tous les meetings et compagnie, pour le début avril. Voilà. Donc, mine de rien, on ne sait pas ce que ce sera, mais il se trame quelque chose chez Ubisoft sur la fin mars, début avril, à mon avis. Espérons que ce soit pour le mieux pour eux, en tout cas, que ça leur donne peut-être un peu les mains libres pour faire certaines choses, ou en tout cas les budgets nécessaires pour faire certaines choses. Mais espérons pas d'autres reports d'Assassin's Creed Shadows, donc prévu le 20 mars sur PS5, Xbox Series, PC et peut-être sur Switch 2. Si jamais un jour elle arrive. Elle s'engage. Je m'engage, c'est la rumeur. Non, je suis un peu plus sceptique, mais on verra. Changement de sujet. On parlait du CES la semaine dernière. Nous n'avons pas parlé de Razer, pour ceux qui aiment bien. Toi, Maxilane, évidemment, ça te parle, les petites annonces Razer. Oui, ça me parle parce que j'utilise du matériel Razer depuis un petit moment maintenant. Parce que pour expliquer un peu les choses, j'ai un setup mobile qui me permet de faire des émissions un petit peu partout, en déplacement, pas que dans mon studio. Et notamment, ça tourne beaucoup avec du matériel Razer. Pardon. Et il se trouve que là, ils ont fait quelques annonces au CES. Alors qu'ils vont pas, moi, changer ma vie pour faire des déplacements et faire des émissions un peu partout, mais qui vont donner un petit peu de confort aux joueurs. Alors, il y a eu plusieurs choses. Entre autres, il y a eu des mises à jour de leur PC, il y a eu différentes annonces, notamment un système qui permet de jouer à son PC, mais à distance, avec une espèce de console un peu portable. C'est comme s'ils avaient fait le Portal de PlayStation, mais pour PC. Pour Razer, voilà. Donc ils ont annoncé ça aussi. Mais ce qui a un peu plus retenu l'attention, c'est notamment projet une chaîne. Ariel. Le projet Ariel. Voilà, Ariel. Alors rien à voir avec la petite sirène. Calmez-vous. Là, l'idée, ça va être d'être au frais quand vous avez trop chaud, ou d'être au chaud quand vous avez trop froid. Donc c'est littéralement un siège qui va vous permettre de baisser le ressenti de température de 2 à 5 degrés vers le bas quand vous avez trop chaud, ce qui est
Elle est Pas même mal, déjà. RGB, elle brille. Ah bah. C'est du Razer, si elle est pas RGB, elle C'est du n'existe pas Razer. Si vraiment. ça ne brille pas, finalement, qui sommes-nous? Et dans l'autre sens, on peut aussi se réchauffer. Je crois que ça va jusqu'à 30 degrés. Ok. Ah oui, quand même, oui, tu vas avoir bien, Alors, bien chaud aux petites fesses quand même. Hein. Entre la chaleur perçue et Ouais. la chaleur réelle, il y a quand même une petite différence. Mais voilà, l'idée c'est que vous n'ayez jamais froid, ou jamais trop froid ou jamais trop chaud. C'est la première fois qu'on voit une chaise comme ça. Elle n'a pas d'enceinte intégrée ou ce genre de choses. Pas Hein. encore. On reste vraiment sur un système de refroidissement ou de chauffage. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas à Elle est quel toute point ça fraîchement, fonctionne bien. toute fraîchement annoncée, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, c'est surprenant. En fait, elle est pas totalement nouvelle puisqu'elle s'inspire du précédent modèle de chaise qui avait été fait par Razer, le Fujin Pro, si je dis pas de bêtises. Ils ont juste rajouté ce système de refroidissement et de chauffage. J'attends de voir combien elle coûte. Oui, c'est ce que j'allais dire, on a une idée de prix. Ils aiment bien moi, je annoncer l'ai des pas. projets. Alors, ils aiment bien C'est un annoncer projet des pour le moment. projets. L'année dernière, c'était ce fameux coussin vibrant qui vous permettait de ressentir notamment tout ce qui était FPS. Il est sorti qu'en fin d'année. Donc, je pense qu'on aura un prix au mieux en fin d'année. Mais ils aiment bien profiter du CES pour annoncer des projets un peu foutraques. Ça comme ça. permet de voir aussi l'engouement. Est-ce que les gens s'emballent sur les réseaux sociaux, ils disent c'est trop bien, je le veux absolument. Auquel cas tu dis ok les gars, en fabriquer un peu plus. Si à l'inverse ça s'emballe pas trop, bon bah on va peut-être rester un peu plus calme. Pas encore d'idée de prix, à mon avis. Je serais surpris que ça coûte moins de 300 ou 400 euros. Hein. Ouais, voire facile, même hein. bien plus. Hein. Déjà, une chaise de base, une bonne chaise de base gaming, ça coûte combien? Tu me mets 500 balles Alors facile ça dedans. dépend. Oui, voilà. Il y a Une bonne- bonne et bonne une bonne chaise. Si tu Razer, prends du Razer, Herman Miller, ça va te coûter 1500 balles. Voilà. Si tu prends une très bonne chaise chez Ikea, ça va te coûter 150 euros. Chez Razer, on est je pense milieu qu'on sera tendance haute, quoi. autour de 400-500 euros, je pense, à vue de c'est nez, pas- ouais. Mais ça Parce te que- tente ça? Ce que je trouve assez rigolo, c'est que de plus en plus, il y a des rapprochements qui se font entre le matos qu'il y a dans les voitures et le matos gaming. Déjà, les sièges gaming, je trouve, ressemblent à des sièges de voiture de sport. C'est vrai. Et maintenant, il y a des sièges chauffants. Ouais, c'est Donc, vraiment. On va sortir. Bientôt, tu pourras prendre ton siège d'ordi Ouais, et le direct. mettre dans ta voiture directement. Un peu déçu qu'ils aient pas mis un système de massage. Bah, écoute, Hein, on va- allons jusqu'au bout, les gars. C'est pour 2026, faut en garder. Ah, pardon. L'autre projet qui t'a bien plu, c'est le projet AVA. Ouais, alors c'est un système d'intelligence artificielle. Alors évidemment, les intelligences artificielles, on en entend parler partout, tout le temps, dans tous les domaines. Voilà, on sait que Nvidia pousse beaucoup ça aussi. Razer reste pas en reste. Voilà, ils se disent, ok, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont un petit peu d'avance sur le domaine, mais on va quand même essayer de pousser nos pions sur ça. L'idée, en fait, c'est d'avoir un logiciel qui va t'aider un peu partout dans le jeu. C'est-à-dire que si tu es un joueur compétitif, eh bien, tu vas pouvoir interroger cette IA, Ava, pour te dire, ok, bah, la méta, elle tourne plutôt sur ça, donc peut-être qu'il va falloir que tu joues tel perso. Ah, tu as sélectionné tel personnage, ou plutôt de dire, ah, en face, il y a tel et tel personnage, Ah, c'est pas mal. peut-être que toi, tu dois sélectionner celui-ci parce qu'il contre bien les autres. Voilà, ça va être des petits conseils comme ça, des conseils qui vont être soit générés par l'ensemble de données récupérées par le logiciel, par la multitude de joueurs qui sont en train de jouer en séance sur le logiciel. Et il y a aussi la team Razer qui peut alimenter évidemment tout ça de données. Ça marche aussi pour les jeux solo. Si tu es en train de faire un jeu particulièrement difficile, l'IA peut te conseiller sur les armes que tu peux utiliser ou te dire, ah bah tiens, attention, là il y a beaucoup de joueurs qui sont morts à cet endroit-là, donc peut-être qu'il faut que tu Passe fasses ailleurs, attention. passe ailleurs. Voilà. Va-t'en. C'est intéressant. Alors après, c'est à vous de savoir si vous avez besoin de ce genre d'outil, si vous voulez l'utiliser. Il ne faut pas non plus que ça devienne C'est pas l'IA une qui joue pour vous, assistance quoi. permanente où en fait on va te mâcher le travail et où il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a plus besoin de jouer quelque part. Là, l'idée c'est de dire, ok, si vous êtes bloqué, si vous avez besoin d'aide, pas besoin de sortir de votre jeu. Vous pouvez soit utiliser une commande textuelle où il peut analyser ce qui est sur votre écran pour dire, ok, bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça marche aussi par la voix. Tu peux simplement parler à l'IA et dire, ok, je suis bloqué à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire? Elle va essayer de t'aider. Je trouve ça intéressant. Maintenant, encore une fois, il va falloir le tester, il va falloir Tester, l'éprouver, moduler, voir si ça fonctionne et à quel point. Mais ça, c'est vrai que l'IA dans le jeu vidéo, c'est de nos jours, ça semble incontournable quand même. Ah, ça, On y va tout pas droit. y couper. Et en parlant d'IA, évidemment, il était difficile après le CES de ne pas parler d'NVIDIA et des cartes graphiques. On a vu qu'elles savent faire absolument tout. On a aujourd'hui Unreal Engine 5 qui permet aux développeurs d'avoir des jeux de plus en plus réalistes. Et là, on s'est posé une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, le réalisme et le photoréalisme, ça va pas trop loin dans les jeux vidéo? Et notamment, Nodus, comme tu m'as fait très justement remarquer, on a des jeux ultra réalistes, photoréalistes, mais qui ont tendance à verser vers la violence et à la rendre encore plus, comment dire, Viscéral, réelle. Alors, c'est beau, mais est-ce que c'est bien?
En fait, alors le photoréalisme, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le jeu vidéo. On le voit dans le AAA, on le voit. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans le FPS. Difficile de même, tu vois, prendre un Call of Duty récent et se dire de pas toujours avoir ce truc de on dirait quand même vraiment la vraie guerre. Sauf que là, il y a une nouvelle dans cette mouvance du FPS. Il y a encore un sous-genre qui, depuis quelques années, commence à apparaître. C'est les FPS qui ressemblent à des bodycams, à du found footage, donc des caméras vraiment prises à la volée. Comme sur les policiers, celles qu'on voit apparaître sur les policiers dans les interventions. Et du coup, donc, tu vas avoir une caméra qui n'est plus placée, comme ça peut être le cas dans beaucoup de FPS, au niveau de la bouche, mais plutôt au niveau du torse. Donc ça va changer radicalement la perception que tu as. Les développeurs font aussi des efforts pour avoir tout un rendu qui fait vraiment bodycam et qui fait vraiment, voilà, il y a un effet fisheye, donc la caméra va être penchée, les textures sont un peu crasseuses. Il y a vraiment un côté volontairement dégueulasse parce que parce que la vie est dégueulasse. Parce que la vie est dégueulasse. Non, mais ils expliquent justement que donc la vidéo qui avait fait en l'occurrence beaucoup de bruit, c'était la vidéo d'Unrecord il y a quelques années, enfin il y a 1 an ou 2 je crois. Oui, c'est ça, un an et demi, 2 ans peut-être maintenant. C'est vrai que ça file. Développé par un ancien rappeur du groupe Columbine d'ailleurs, toujours un camoulox incroyable, qui du coup avait fait beaucoup de bruit parce que quand les gens ont vu ce trailer sortir de Unrecord, ils pensaient vraiment que c'était une vidéo filmée dans un bâtiment d'Urbex, un vrai bâtiment. Ouais. C'est qu'il avait fait le buzz comme ça. Ouais. Personne ne savait si c'était un jeu, une vraie cam ou pas. On commençait à se rendre compte que c'était un jeu quand on arrive flingue à la main devant un perso dans le jeu et que son visage est flouté et qu'on a l'impression d'avoir une sorte de... En fait, il y a un côté malsain et comment retranscrire la violence comme on la voit dans les médias, comme on peut la voir sur Internet, etc. Donc, ils vont s'appuyer sur des mécanismes de violence visuelle, de flash. Les visages sont floutés aussi, ce qui est très particulier pour un FPS. Généralement, quand tu vas tirer sur quelqu'un dans un Battlefield ou un Call of Duty, tu vois son visage. Là, c'est différent. Et à la sortie d'Unrecord, enfin à la sortie du trailer d'Unrecord, il y a beaucoup de joueurs qui s'étaient justement posé la question de est-ce que ça met pas les gens mal à l'aise? Est-ce que ça va pas trop loin, ce côté en fait, t'as l'impression de jouer un jeu en VR, mais pas en VR. Donc ça passe par tout un tas de... Vous voyez les images, ceux qui regardent l'émission, vous voyez, c'est vrai qu'on a l'impression de suivre une brigade d'intervention et d'être la caméra au niveau du torse. C'est vraiment les images qu'on voit dans les journaux, dans les documentaires, des choses comme ça. C'est assez flippant. Maxildan, est-ce que ça te met mal à l'aise ou pas? Alors ça me met pas mal à l'aise parce que je suis comment dire, je suis habitué à la violence. Non, j'allais dire, je suis stable émotionnellement. Donc mais c'est dérangeant. Jouer à un jeu qui est particulièrement violent ne me provoque pas d'accès de violence, tout comme regarder un film violent ne me fait pas péter la gueule à quelqu'un à la sortie du cinéma. Donc chez moi, ça change rien. Éventuellement, ça va accentuer mon sentiment de peur, de stress, mais ça va être que pendant la phase de jeu. Une fois que je sors de ça, c'est bon. Je pense pas faire de cauchemar particulier. Maintenant, je dis ça, je l'ai pas vécu, et déjà de base, je suis un joueur qui évite le plus possible tous les jeux d'horreur. Oui, bah là, alors l'horreur en photoréalisme comme ça. Oui, parce que là, c'est de la guerre. Alors c'est horrible, j'ai envie de vous dire, mais on a l'habitude des scènes comme ça qu'on voit à la télé, malheureusement. Quand ça va arriver, parce qu'on parlait de Call of Duty, tu fais un bon parallèle avec Call of Duty. Call of Duty, on sait qu'on est dans un jeu. On tire sur des gens, c'est l'ambiance de guerre, ils essayent de reproduire des scènes de guerre, mais il y a ce visuel, même si on trouve toujours que c'est extrêmement réaliste, qui fait qu'on sait qu'on est dans un jeu. Et tout bêtement, tu as une interface, je me permets, mais là, tu n'as pas d'interface. Là, il n'y a pas d'interface. C'est vrai que tu as raison, il n'y a pas d'interface. Et il y a ce côté, en fait, c'est comme avec la robotique, le Uncanny Valley, où quand ça devient trop réaliste, c'est ça qui est dérangeant. Moi, je trouve que c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que c'est très bête, je regarderai un documentaire, je trouverais ça horrible. Enfin, je veux dire, il y a quand même des scènes. Là, on a mis des scènes qui sont quand même soft. Il y a des scènes de vrais tirs et canardages où là, on voit des corps qui explosent. C'est ultra réaliste, quoi. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça? Avec Max, hors antenne, on discutait d'un autre réalisme qui était aussi assez perturbant, qui était sur Hellblade 2. Qui pour moi est l'un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu de l'année dernière, je parle graphiquement, qui est extrêmement réaliste. Voilà, Mélina Jürgens, on la reconnaît, on voit tous ses tourments. Les micro-expressions sont dingues. C'est très photoréaliste, c'est dérangeant pour autre chose, c'est la maladie mentale. Là, parce que là, effectivement, on parle de guerre, mais ça peut être dérangeant, effectivement, quand on parle de maladie mentale ou de folie ou d'effets particulièrement psychédéliques. Quand c'est particulièrement bien fait, t'es tellement immergé que ça peut te mettre mal à l'aise toi. Et je pense, même sans que ce soit réaliste dans le sens réel, même dans des jeux fantastiques, à partir du moment où tu vas faire des jeux d'horreur particulièrement réalistes, ça peut aussi être particulièrement dérangeant. Là, quand tu parlais de Call of Duty, quand tu fais la guerre, quand tu tires sur quelqu'un, tu vois du sang qui coule.
La plaie, elle n'est pas modélisée avec énormément de photoréalisme. Oui. Tu vois pas les os brisés qui sortent du bras. Enfin, voilà, je vous passe sous les trucs un peu horribles qu'on peut probablement voir sur un terrain de guerre. Là, à partir du moment où on va commencer à pousser le réalisme au point qu'on va pouvoir zoomer sur le corps d'un mec qui est par terre, lui tirer dessus, voir les plaies se former en temps réel ou ce genre de choses. Ouais, là, je trouve pas ça stupide qu'on commence à se poser la question de est-ce qu'on a besoin de ça dans un jeu ? C'est bien de pousser le réalisme à fond sur tout un tas de points, que ce soit la physique, la beauté des personnages, les décors, le réalisme des décors, les expressions faciales. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de pousser le réalisme au point que peut-être certains auront envie de vomir devant leur écran ? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut des garde-fous, Nodus ? Alors, c'est difficile d'en mettre, mais est-ce que les développeurs ne doivent pas s'en mettre eux-mêmes ? Je pense que dans tous les cas, quand tu te lances dans ce genre de jeu, c'est de tout temps, tout temps l'homme. Mais Call of Duty, Battlefield et ce genre de licence, t'y vas en étant averti. Les développeurs aussi savent et font, enfin, studios et communicants doivent faire en sorte de prévenir les joueurs. Tu te lances pas dans un jeu comme Unrecord ou comme sans le savoir. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu sais qu'il va toujours y avoir ce côté, je veux aller voir quand même. Oui, voilà. Tu vois, moi, je sais quand je vois ça que je suis pas dans Call of Duty, par exemple. Est-ce que Call of Duty va y venir ou est-ce que Call of Duty va quand même se l'interdire tout en essayant d'être le plus proche de la réalité ? Mais d'une réalité de jeu vidéo, en fait. Je pense pas, parce que Call of Duty, donc ça reste quand même majoritairement extrêmement grand public. Là où des jeux comme Unrecord, même si leur trailer va faire des millions de vues en quelques semaines, ça reste pour moi du FPS de niche. C'est pas quelque chose que les joueurs de Call of Duty vont forcément aller chercher. Et je vois mal Code arriver là-dessus. Ce que je trouve intéressant avec la techno des FPS comme ça, comme Bodycam, comme Unrecord, en dehors du côté oui c'est très violent et ça effectivement faut en discuter. Mais il y a tout un truc de perception du cerveau et ils expliquaient justement les gens qui travaillent sur les rendus de ce genre de jeu que c'est volontairement mal éclairé, c'est volontairement mal texturé, la caméra est volontairement parfois floue, elle saccade. Mais comme dans un documentaire. Exactement. C'est encore plus réaliste. C'est ton cerveau qui fait le lien en fait. Dans un code, tu vas voir que c'est un jeu. Ton cerveau sait que c'est un jeu de A à Z. Tu l'as très bien dit. Là, ton cerveau ne le sait pas tout le temps, et c'est lui qui va faire les liens et les connexions machin pour te dire ok, est-ce que c'est du fan footage ? Ah non, ok, c'est un jeu. Mais il y a toujours ce truc de t'es entre les deux. Et oui, alors après c'est. Je suis un peu d'accord avec Max Hildan sur ce côté. C'est pas parce que ce jeu est peut-être plus viscéral ou plus représentatif dans la violence que ça va plus donner envie aux gens de taper des gens ou d'aller tirer dans la rue. Tout le monde y va en étant averti et voilà. Après, c'est une techno que je trouve intéressante et je trouve ça assez fou de pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est bluffant. Ouais, c'est assez bluffant. Je pense qu'une des clés, ça va aussi être de donner le choix aux gens. Certains vont peut-être se sentir prêts à vivre ça. Dans ces cas-là, dans les options, tu dis, ok, réalité maximum, quoi. Et puis peut-être que certains vont vouloir qu'on puisse flouter certaines choses, des visages, des armes, des plaies, des trucs. Et là, peut-être que dans les options, on peut avoir des choses qui rendent le jeu plus supportable. Et puis ça va dépendre aussi, à mon avis, du style de jeu que tu choisis, des jeux d'aventure ou narratifs réalistes. Ça existe déjà, Immortality ou des choses comme ça. Peut-être que ça, c'est un petit peu plus violent. On va s'arrêter là pour le sujet sur le photoréalisme dans les jeux de tir, parce que je voudrais qu'on parle d'un jeu super gay aussi avec Nodus. C'est À quoi on joue ? Nodus, il a décidé de venir pour nous parler que de choses hyper fun aujourd'hui. Mais non, mais tu vends ça comme un truc qui fait super peur. Non, c'est vrai. Alors qu'en fait, pas du tout quand j'ai vu. Bon, on a 3 minutes pour parler de Slay the Princess. Tout à fait. Sur lequel tu as passé un joyeux Noël, visiblement. J'ai passé un très joyeux Noël. Alors, pitch-nous ça vite fait. C'est un jeu narratif qui va nous raconter des choses. C'est un visual novel. En l'occurrence, on va avoir des scènes successives, donc des images très fixes. Tu vas pas te déplacer avec une manette, tu vas pas bouger la caméra. C'est vraiment des scènes fixes à choix multiples. C'est du dialogue à choix multiples. Et le principe du jeu, il est dit sur la page Steam, même dans le nom du jeu, puisque le jeu s'appelle Slay the Princess. Tu arrives dans une cabane dans les bois et une princesse est attachée dans la cave. Et il y a un narrateur dans tes oreilles qui a une vraie voix, qui est doublée, etc., qui te dit t'es là pour la tuer. Ça m'a bon esprit à l'attacher. La première réplique du jeu, c'est tu dois tuer la princesse. Donc forcément, t'es habitué au rouage du jeu vidéo. Et habituellement, les princesses, on les sauve, on les tue pas. C'est comme ça depuis la nuit des temps, normalement. C'est comme ça depuis la nuit des temps, voilà. Mais là, pas de dragon, pas de héros, pas d'épée. Il y a juste une meuf dans une cave attachée et tu dois la tuer. Donc évidemment, au début, tu as le choix d'aller la tuer, tu as le choix de remettre en question ce que te dit le narrateur, tu as des milliards de choix de dialogue différents et chaque choix que tu vas faire dans le jeu
va commencer à poser des petites graines dans ta tête à toi, dans la tête du narrateur, qui va changer aussi son discours et changer ce qu'il va te dire au fil du jeu. Et même la princesse elle-même, en fait, va se rendre compte de ce que tu fais, de ton hésitation, etc. Il y a plein de moments brillants où, bon, après c'était à Noël et j'étais très content. T'étais dans l'esprit de Noël. T'étais super dans l'esprit de Noël. Entre deux plats, là, entre l'entrée et le dessert. Et il y a plein de moments où j'ai trouvé le jeu brillant. Ouais, alors voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas prévenu que c'est un jeu qui fait peur. C'est un jeu d'horreur, en fait. C'est un jeu d'horreur. C'est très mignon en noir et blanc comme ça, mais c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Et il y a plein de moments où voilà, c'est un jeu que j'ai fait avec ma compagne. En plus, lorsque je suis revenu des fêtes, et du coup, on l'a fait à deux, machin. Et il y a plein de moments où je lui disais un truc. Et le jeu dit exactement la même chose au même moment, comme s'il lisait dans ma tête, et c'est très très fort. Il y a plein de moments où le narrateur et la princesse réfléchissent à ce que tu penses avant même que tu le formules. Et je trouve ça vraiment brillant. C'est un jeu que vous pouvez terminer en 5-6 heures, qui va vraiment jouer avec les codes de la narration, les codes visuels, les codes de l'écriture, et qui va jouer avec vous plus que vous allez jouer avec lui. Et je trouve ça vraiment chouette. Écoute, je ne connaissais pas. Tu connaissais Slay the Princess ? Je connaissais pas du tout. Alors, je suis pas forcément fan de tout l'aspect visuel. Ouais, il faut aimer. C'est un parti pris. Moi, j'aime bien, c'est un parti pris. L'idée est cool, et j'imagine qu'une grande partie des joueurs, quand tu leur dis, tu sais que c'est un jeu, tu arrives, on te dit d'emblée, tu dois tuer la princesse. Le premier truc que tu as envie de faire, c'est la libérer. Ok, comment je fais pour pas la tuer ? Maintenant, il y a évidemment des esprits malades qui vont kiffer le pitch de base et qui vont bien vouloir s'y tenir. Mais il y a un succès Steam pour ça, si tu tues la princesse. C'est vrai. Ça a l'air intéressant. Ça coûte combien et ça dure combien de temps ? Ça coûte moins de 10 balles et ça dure entre 4 et 5 heures. Après, bien évidemment, c'est des jeux comme Stanley Parable où tu vas refaire pour voir toutes les possibilités narratives. Là, tu peux en avoir pour une dizaine d'heures. Mais voir le gros du jeu, je pense que tu en as pour 4-5 heures. Une grosse soirée, quoi. Une grosse soirée. Un dimanche pluvieux. C'est facile en ce moment. Disponible sur toutes les consoles et PC. On parlera prochainement du nouveau jeu, d'ailleurs, du papa de Stanley Parable que j'ai rencontré. Il s'appelle Wonder Shop, qui est un jeu où vous faites du thé. C'est complètement autre chose. On arrive au bout de cette émission. Messieurs, merci beaucoup à vous d'être venus. On a parlé de choses super gaies, en plus c'était génial. Maxildan, merci, on te retrouve où ? Merci à toi. On me retrouve sur Twitch tous les dimanches pour du jeu de société, en général de 16h à minuit, et puis sinon sur YouTube un peu tout le long de la semaine, sur la chaîne Les Joueurs du Dimanche. Voilà, et puis sinon sur ma chaîne Twitch, Maxildan, où je fais du jeu vidéo, où je commente l'actu, plein de trucs. Avec son setup mobile, n'oubliez pas. Razer. Merci Razer. Décidément, coucou au sponsor. Nodus. On me retrouve également sur Twitch tous les lundis matins pour ma matinale. Tout le monde déteste le lundi, qui est la matinale des gens qui n'aiment pas le lundi. C'est bien, c'est vrai. Sinon, à l'écrit, dans Canard PC, dans Jeux Vidéo Magazine, voilà, un peu sur Arte, un peu Le Monde, par-ci par-là. Un peu partout à l'écrit, ou en vidéo sur Twitch. Voilà, ce garçon est bien occupé. En tout cas, vous pouvez aussi les retrouver ici. Et vous pouvez les revoir en replay sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, vous les écoutez, leur belle et douce voix en podcast partout, sur la plateforme aussi, j'allais oublier, RMC BFM Play. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec de nouveaux jeux, de nouveaux sujets. Il y a un mois de février qui est assez dense. On prend de la respiration avant, mais on joue quand même. Allez, jouez bien.